Juillet 1908, au large de la Tunisie. Des hommes vont prendre des risques inouïs et oser ce que jamais personne n'avait encore tenté. Pour Alfred Merlin, l'enjeu est considérable. Le savant est sur la piste d'un trésor. Pourtant, il ne cherche pas fortune. Ce qui l'attire, c'est la fabuleuse mine de connaissances qui gît, oubliée au fond de la mer. Aucun archéologue n'a jamais entrepris d'explorer ainsi les profondeurs. Mettre au jour ces œuvres d'art antiques d'une valeur inestimable est une entreprise pleine de dangers. Vite, capitaine, vite! Reste avec nous! Reste avec nous, accroche-toi! Merlin craint pour la vie des plongeurs. Est-il allé trop loin? Et si l'un d'eux ne remontait pas? Échouer, ce serait condamner cette forme d'archéologie naissante. Merlin ne le sait que trop bien. Et cela aussi pourrait lui coûter sa réputation et sa carrière. Pourra-t-il atteindre son but? Dans l'Antiquité, la Méditerranée était un axe très important de circulation des hommes et des marchandises. Tempêtes, accidents, attaques de pirates étaient le lot des marins et bien des navires n'arrivaient jamais à bon port. Au fil des siècles, la Mare Nostrum est ainsi devenue une véritable malle au trésor. Ses fonds regorgent d'objets extraordinaires et elle est loin d'avoir livré tous ses secrets. Des recherches systématiques nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre les civilisations disparues. Et à mesure que le matériel d'exploration subaquatique devient plus performant, de nouvelles connaissances émergent des profondeurs de la mer. Longtemps, l'archéologie sous-marine est restée du domaine de la science-fiction. Mais un jour de mai 1907, tout a changé. Depuis des semaines, le grec Yorgos Zourdos et son équipage croisent au large des côtes tunisiennes. Ce sont des pêcheurs d'éponges. Il n'y a pas si longtemps encore, ces hommes plongeaient à 40 mètres de profondeur sans l'aide d'aucun équipement, en apnée. Ils ont récemment fait l'acquisition de scaphandres à casque qui leur permettent de rester bien plus longtemps sous l'eau. Après la carte, l'épave ne doit pas être très loin. D'accord. Attendez, attendez! Attention au courant. Les Grecs comptent parmi les meilleurs pêcheurs d'éponges de la Méditerranée. Et par expérience, ils savent qu'ici, au large de Madia, sur la côte tunisienne, on peut trouver de magnifiques spécimens. Ces scaphandres permettent aux plongeurs de respirer sous l'eau, mais ceux-ci sont alors tributaires de la surface. Pour leur envoyer de l'air, leurs camarades doivent actionner la pompe d'un mouvement régulier. La journée a été mauvaise. Les hommes ont plongé de nombreuses heures sans parvenir à rapporter la moindre éponge. Mais voici que l'un d'eux déterre un étrange objet. C'est un buste de marbre, admirablement conservé dans la vase. Cette découverte va bouleverser l'archéologie et la vie d'un jeune chercheur. Depuis sa plus tendre enfance, Alfred Merlin est fasciné par l'époque romaine et les ruines des cités antiques. Ses héros, ce sont les grands découvreurs comme Schliemann et Winkelmann. Comme eux, Merlin veut comprendre comment les brillantes civilisations antiques ont disparu. C'est intéressant, ça. Où est-ce que c'était? Trouvé là-bas. L'homme est ambitieux et à 31 ans, il dirige déjà le service des antiquités de Tunisie, alors protectorat français. Louis Drapier l'assiste dans ses recherches. Monsieur Merlin? Oui? Regardez ce que j'ai là-dedans. Ça nous vient de Madia. Ah oui. C'est une pièce magnifique. Mhm. Certainement d'origine grecque. Où est-ce qu'elle a été trouvée, vous m'avez dit? Au large de Madia. Si j'ai bien compris, elle a été découverte par des pêcheurs grecs. Sous la mer? Oui. Un site archéologique sous-marin, c'est une nouvelle sensationnelle. Vous êtes sûr de ce que vous dites, Drapier? Mhm. Alors il faut que j'en informe Paris. Une idée vient de s'emparer d'Alfred Merlin. Elle ne le lâchera plus.
Est-il possible qu'une cité engloutie gise au large de Madia? Il pense à la légende de l'Atlantide. Et si ce n'était pas une fable? Merlin n'a jamais entendu parler de Madia. Il doit se rendre sur place et voir par lui-même de quoi il retourne. Une cité enfouie au large des côtes, voilà de quoi assurer l'avenir de sa carrière d'archéologue. Il ébauche un plan audacieux, organiser des fouilles dans les profondeurs de la mer. Une entreprise inédite pour l'époque. Il demande à l'Académie de débloquer des fonds dans ce but et mentionne habilement l'Atlantide pour réveiller la curiosité des autorités, personne ne sachant encore d'où peut provenir le buste de Madia. Aujourd'hui encore, Madia reste synonyme de mystère. Michel Lourd, du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, s'y intéresse lui aussi. En examinant les notes de Merlin, il s'est rendu compte que le chercheur avait tout de suite daté la première trouvaille d'environ 2000 ans. Une intuition remarquable. Là, il est dans les premiers jours. Merlin ne peut pas le savoir encore à ce moment-là, on le sait, nous, aujourd'hui. Il faut imaginer, il y a des grands ports, déjà, il y a un commerce intense, des échanges très, très soutenus. C'est une période essentielle pour comprendre ce que sera ensuite l'Empire romain. Il se façonne, là, entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, effectivement. Nous savons aujourd'hui de façon certaine ce que Merlin avait tout de suite pressenti. Les objets retrouvés au large de Madia remontent à l'une des périodes les plus mouvementées de la République romaine. À l'époque, Rome étend son aire d'influence et conquiert l'une après l'autre de nombreuses villes de Méditerranée. En 146 avant notre ère, Rome anéantit la cité d'Hannibal et annexe la province africaine. Les ruines de Carthage ont très tôt fasciné Merlin et ont fait naître sa vocation d'archéologue. Merlin aimerait fouiller Carthage ou Douga, lieu de résidence estivale de riches romains. Théâtres, temples et villas indiquent que les habitants de l'époque y vivaient dans le luxe. Les lettres que Merlin écrit à sa fiancée témoignent de sa passion pour le monde antique. Comme les Romains qui l'ont précédé en ces lieux, il est enchanté par cette contrée fertile, riche en huile d'olive et fruits de toutes sortes. Merlin s'interroge. Est-il possible qu'un quartier de Madia ait été englouti et que ses ruines se soient conservées au fond de la mer? Pour le savoir, il doit fouiller l'endroit précis où a été retrouvé le buste. Bonjour. Je cherche un bateau grec, on m'a dit qu'il était amarré ici, vous l'avez vu? Il est un peu plus loin là-bas. De ce côté-là? Oui, tout droit. Un grand merci. On y est presque, venez. L'archéologue se heurte à une première difficulté. Il ne sait pas plonger et va donc devoir confier les fouilles à d'autres. Les Grecs passent pour être les meilleurs en la matière. Merlin veut utiliser leurs compétences et leur expérience. Il se rend donc avec son assistant dans le vieux port de Madia. Capitaine? Capitaine? Qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que vous aviez trouvé des choses intéressantes. Je peux regarder de quoi il s'agit? Pourquoi ça vous regarde, vous? Capitaine, je suis persuadé que cette découverte est d'une importance inestimable pour la science, et vous êtes le seul à connaître l'endroit où elle a été faite. S'il vous plaît, emmenez-moi là-bas. Monsieur Merlin, regardez ça. C'est fantastique. Merlin n'en croit pas ses yeux. Un Hermès, une tête divine couronnant une colonne. Au comble de l'émotion, il découvre une signature apposée sur la sculpture. Boétos de Chalcédoine. Cet Hermès serait donc l'œuvre de l'un des plus grands sculpteurs grecs de son époque.
comment s'est-elle retrouvée dans cette province romaine d'Afrique? Voilà une affaire bien mystérieuse. Capitaine, c'est un véritable trésor que vous avez trouvé. Je n'ai pas l'intention de vous retirer le mérite de votre découverte. Tout oppose le capitaine Zourdos et Alfred Merlin. Mais les deux hommes parviennent tout de même à s'entendre sur un prix. L'archéologue ignore encore que les difficultés ne font que commencer. Michel Lourd a plus de chance que son prédécesseur. Il dispose de tout le matériel nécessaire pour mener à bien ses expéditions sous-marines. Sous sa direction, son équipe a déjà sauvé des eaux de très nombreux vestiges. Ils sont conservés dans son quartier général, près de Marseille. La plupart de ces trouvailles viennent de la Méditerranée. Pour l'archéologue, chacune de ces pièces, si petite soit-elle, contribue à reconstituer la mosaïque de l'art antique. Et toutes ensemble, elles donnent une image précise du quotidien des siècles passés. Ce qui est intéressant quand on étudie une cargaison comme celle-ci, c'est à la fois le synchronisme parfait des objets qui se trouvent à bord. Donc ça informe naturellement sur la diversité des cargaisons. On a coutume de parler, l'image a été rebattue d'un Pompéi sous-marin quand on parle d'une épave, mais c'est exact. C'est-à-dire que là, on obtient des informations sur ce que l'on trafique, ce que l'on commercialise, donc du même coup, des informations sur le goût des clients, mais au-delà des amphores, de la vaisselle à vernis noir, c'est les éléments qu'on peut trouver sur la vie à bord. À ce jour, Michel Lourd et ses collègues ont mis au jour et fouillé en Méditerranée 1 millier d'épaves de l'Antiquité. Ce sont pour la plupart des bâtiments de commerce qui servaient à transporter des marchandises ordinaires. Certains convoyaient cependant des articles plus précieux. Aujourd'hui, Michel Lourd s'intéresse à l'épave de Madia. Elle pourrait apporter de nouvelles informations sur le mode de vie de l'élite romaine. Parcourir la Méditerranée n'était pas sans danger pendant l'Antiquité. Et l'aventure reste encore risquée de nos jours. Les historiens de l'Antiquité rappellent cette règle très simple, on évite de naviguer par mauvais temps, c'est encore vrai aujourd'hui. La Méditerranée présente des dangers un peu singuliers puisque c'est une mer qui semble relativement paisible, mais qui peut avoir des coups de colère très brutaux, très rapides, avec une mer qui grossit très vite. Alors c'est pour ça qu'un certain nombre d'ailleurs de témoignages de voyages antiques se terminent par des naufrages. On ne sait toujours pas exactement d'où proviennent les objets de l'épave de Madia. Il existe de nombreuses théories à ce sujet, mais aucune ne satisfait Michel Lourd. En juillet 1908, Alfred Merlin explore toutes les pistes possibles. Il connaît l'importance de la province d'Afrique, riche en minerais, et ses commerçants cossus. Ceux-ci auraient-ils donc investi dans des œuvres d'art de grand prix? Retrouver d'autres vestiges permettrait de résoudre l'énigme. Le grand jour est arrivé. Le mardi 28 juillet, son navire largue les amarres. Avec cette expédition, Merlin s'aventure en un territoire inconnu de la science. Faire de l'archéologie sous-marine. Cette idée rocambolesque pourrait bien le rendre célèbre, mais aussi causer sa perte. Très vite, une première difficulté surgit. Les plongeurs ne retrouvent plus l'emplacement de leur dernière trouvaille. Vous avez vérifié? Oui. Ça aussi? Non, il faut? Merlin commence à s'inquiéter. Pour la première fois, il s'oppose au capitaine et se plaint de sa méthode de navigation immémoriale, comme il la nomme. Dans les lettres qu'il écrit à sa fiancée, l'archéologue fait part des doutes qu'il nourrit vis-à-vis de l'équipage. C'est tout près d'ici. Si je comprends bien, vous étiez dans l'alignement par rapport à la falaise. Mais Merlin a fait le bon choix. Zourdos est un marin expérimenté. Il lui montre la carte au trésor qu'il a méticuleusement tracée en s'appuyant sur 3 points de repère dans le paysage. Je suis sûr que c'était ici. Zourdos explique que ces 3 points, les falaises,
les vieilles fortifications du port de Mahdia et un édifice remarquable sur la côte doivent se situer dans une perspective précise. Mais à mesure que les recherches se prolongent, Merlin se reprend à douter. Je crois que ça va être plus difficile que prévu. Qu'est-ce que vous en pensez, Drapier? J'ai la même impression. Les jours passent et on ne trouve rien. Je ne m'y attendais pas, ça devient trop compliqué. Je ne veux pas que nos plongeurs prennent de risques. Pour l'instant, on ne déplore encore aucun incident sérieux. Mais les plongeurs fatiguent, et Merlin est à 2 doigts d'abandonner. Les plongeurs d'aujourd'hui n'ont pas idée des risques encourus par ces tout premiers archéologues des profondeurs. À Marseille, l'Institut national de plongée professionnelle dispense des formations à la plongée dans des conditions extrêmes. C'est ici que Michel Lourd va expérimenter le matériel que les plongeurs de l'époque de Merlin utilisaient pour explorer les fonds marins. Cette expérience n'est pas dépourvue de risques. Elle va permettre à l'archéologue de mieux comprendre les dangers et les difficultés que rencontraient les plongeurs au début du siècle dernier. Pouvait-on vraiment procéder à des fouilles archéologiques au moyen de cet équipement ? Là, on a l'impression d'être totalement impuissant, on est obligé pour tout demander un effort et il faut attendre que ce soit les autres qui mettent l'habit, qui mettent les chaussures. Voilà. La première impression, c'est complètement contraire à mes sentiments habituels, c'est d'être totalement tributaire des autres. Petit détour par Espalion, en Aveyron. Michel Lourd va utiliser l'une des pièces maîtresses du musée du scaphandre. La sortie est périlleuse, il souhaite s'y préparer au mieux. Mais l'équipement n'est pas tout. Muriel Peyssic, spécialiste de l'histoire de la plongée, explique les qualités que devaient posséder ces premiers aventuriers du fond des mers. Les entrepreneurs, naturellement, recrutaient les scaphandriers parmi les hommes les plus robustes, qui avaient une bonne capacité respiratoire. Et puis, il faut voir aussi que c'était des hommes qui n'avaient pas forcément le choix économiquement et qui allaient au fond de la mer avec audace, qui étaient prêts à y aller. C'était finalement des chevaliers de la mer, de vrais héros. Les journaux et les romans popularisent ces pionniers intrépides de la plongée. Ils représentent la mer comme un monde effrayant, plein de créatures étranges et monstrueuses. Michel Lourd examine les points faibles de la première génération de scaphandres à casque. Un équipement qui a coûté la vie à des milliers de plongeurs. On marche sur le fond, l'autonomie est donc limitée, on est tributaire de la surface. Et puis techniquement, il y a vraiment pour le plongeur avoir une gestion de l'arrivée d'air en permanence, ne pas perdre ça de vue. Il doit réguler en donnant des coups de tête sur la soupape. Donc c'est évidemment plus complexe que la plongée autonome d'aujourd'hui. C'est ce qui explique aussi que son usage était réservé à des professionnels, alors qu'il y a de la plongée sportive dans tous les clubs, un peu partout dans le monde. La chose est infiniment moins complexe aujourd'hui qu'à cette époque. Pour parer à toute éventualité, Michel Lourd sera accompagné d'un plongeur autonome. Avec cet équipement, les hommes du capitaine Zourdos plongeaient jusqu'à 70 mètres de profondeur. Michel Lourd ne va pas tenter d'égaler leurs exploits. Le risque est trop grand. Il se contentera de rester près de la surface. Le scaphandre pèse 80 kg. Le moindre mouvement nécessite un immense effort. Et si le tuyau qui l'alimente en air vient à s'en mêler, on ne dispose que de quelques secondes pour sauver le plongeur. La tête dans l'eau. Il est dans l'eau. Retour en juillet 1908. La lourdeur de cet équipement rudimentaire a failli anéantir les plans de Merlin. Les Grecs ne cessent d'interrompre leurs recherches. L'archéologue a largement sous-estimé la difficulté de cette quête. Il imagine déjà ce que dira l'Académie lorsqu'elle apprendra que les pêcheurs grecs ne retrouvent plus le site.
Il se voit déjà relégué à un poste insignifiant et confie ses angoisses dans les lettres qu'il écrit à sa fiancée. Après chaque sortie infructueuse, le navire se déplace de quelques mètres. Les hommes plongent jusqu'à 10 fois par jour pour sonder les fonds marins. Et Merlin consigne tout dans son carnet de fouilles. Le temps lui est compté. L'argent va finir par manquer. Et Paris ne renouvellera son aide financière qu'en cas de découverte majeure. Le fait de ne pas voir ce que font les plongeurs sous l'eau exaspère les craintes de l'archéologue. Le moral est au plus bas. Monsieur Merlin, je suis inquiet. J'ai l'impression que les Grecs nous mentent. Je ne serais pas étonné qu'ils cherchent à nous cacher le trésor. Je fais entièrement confiance à Zourdos, il n'y a pas à s'inquiéter, mon cher drapier. Quand même, j'ai quelques doutes. Monsieur Merlin, venez voir. On a trouvé quelque chose. C'était bien ici. Venez, venez. Voilà ce qu'on a remonté. Il y en a peut-être d'autres. J'espère bien. Enfin, après des jours de recherche et d'innombrables sorties sans résultat, les plongeurs rapportent une première trouvaille. L'audace de Merlin est récompensée. Il peut maintenant passer à la phase suivante de son plan. Les premières fouilles à vocation archéologique d'un site englouti sous les eaux. Le savant ne sait pas plonger, mais il va fonder l'archéologie sous-marine. Voilà notre première découverte! Son expertise est bien sûr capitale. Il reconnaît tout de suite la grande valeur des objets mis au jour. Des reliefs sculptés dans le marbre le plus pur. La statue d'un jeune homme. Et puis du mobilier, lampes, meubles et vases. Pour Merlin, c'est la décoration idéale d'une riche villa. Dans le style grec, mais avec un faste typiquement romain. Mais quelle est la nature de ces vestiges? S'agit-il d'une cité immergée ou d'un bâtiment marchand naufragé? Il manque encore un élément qui permettrait de trancher. Des fragments de bois ou une ancre. Pour l'instant, le mystère demeure entier. Il presse les plongeurs de questions. Combien de pièces ont-ils vues? Quelle taille font-elles? Il est très difficile d'estimer exactement ce que les plongeurs voient, se lamente Merlin dans une lettre à un confrère. Quand vous redescendrez, il faudrait que vous alliez de ce côté-là. J'ai besoin de savoir si la position des colonnes est symétrique. Mais son acharnement finit par payer. Et il parvient à dresser un plan du site immergé. Les pêcheurs ont compté une 60aine de colonnes, peut-être les vestiges d'un temple englouti. Une fois de plus, Merlin est en avance sur son époque. Il souhaite maintenant sortir ces colonnes des eaux et les rapporter à terre. Le capitaine Zourdos le met en garde contre les dangers de cette entreprise, aussi ambitieuse qu'inédite pour l'époque. Mais l'archéologue a bien l'intention d'aller jusqu'au bout. Pourtant, Zourdos a vu juste. Par 40 mètres de fond, une catastrophe se produit. Le tuyau qui permet à un plongeur de respirer se déchire. Je le vois. Capitaine, vite! Pour la première fois, le capitaine menace Merlin d'arrêter le travail. Il refuse d'exposer davantage son équipage à de tels risques. Est-ce qu'il respire? Faut enlever ça. Merlin comprend que sa soif de découverte met la vie des hommes en danger. Respirez doucement. Doucement, doucement. Attention à sa tête. Le plongeur échappe finalement de peu à la mort. Merlin doit-il abandonner les fouilles?
Aujourd'hui, Michel Lourd va revivre l'aventure de ces hommes et tenter une sortie avec l'équipement qu'ils utilisaient au quotidien. Sanglé dans son scaphandre centenaire, ce plongeur émérite tente de chasser l'angoisse qui l'étreint. Pour l'archéologue, il est important d'expérimenter les moyens dont ses prédécesseurs disposaient pour faire leurs recherches. Pouvait-il arriver à des conclusions certaines? Ou devait-il se contenter de spéculations? La corde qui relie Michel Lourd à la surface est sa ligne de vie. S'il la tire, les autres plongeurs viendront immédiatement à sa rescousse. Tout comme il y a un siècle, l'air est envoyé en permanence dans son casque, au moyen d'une pompe. La régulation de ce dispositif nécessite de la pratique et du doigté. S'il arrive trop d'air dans le scaphandre, le plongeur est soulevé vers la surface. Mais s'il manque d'air, la pression de l'eau l'écrase. Le plongeur doit réguler lui-même le système à l'aide d'une valve située à l'arrière du casque. Le petit hublot ne permet qu'une visibilité très réduite. Le sens du toucher doit donc prendre le relais. Michel Lourd comprend à présent pourquoi les détails et mesures relevés à l'époque semblent très approximatifs. Mais il ne peut qu'admirer le travail accompli par les pionniers et saluer leur courage et leur aptitude à improviser. Car c'est guidé par leur seule intuition qu'ils ont fondé l'archéologie sous-marine moderne. J'imagine qu'un professionnel expérimenté avec ce type d'appareil pendant des années, évidemment, ne travaille pas comme ça. Mais il y a un manque de vision, on ne peut pas prendre de mesures. Pour taper, on voit à peine ce qu'on fait. Ça devait être très difficile. Si on y ajoute de l'eau avec de la vase, ça devait être affreux. Retour en juillet 1908. Ces multiples inconvénients n'ont pas empêché les plongeurs de Merlin de remonter à la surface chapiteaux, colonnes et œuvres d'art. Il va maintenant pouvoir les analyser de façon scientifique. Enfin, faites attention, j'ai dit que c'était fragile. Pour cela, il va avoir besoin du concours d'un proche collaborateur, spécialiste éclairé de la période romaine, Louis Poinçot. Ce dernier fait rapidement une découverte. Des fragments de bois qui indiquent clairement la provenance des vestiges. C'est la cargaison d'un navire marchand qui a coulé au large de Mahdia. Il faut maintenant préserver ces trouvailles remarquables pour la postérité. Oui, regardez ce qui se passe. Si rien n'est fait, les moules et les cristaux de sel vont dévorer les merveilles que nous avons trouvées. C'est une véritable calamité. Éponges perforantes et dattes de mer continuent leur œuvre destructrice sur les pièces en marbre. Merlin les fait soigneusement rincer dans l'eau douce. Mais d'où viennent ces œuvres d'art? L'archéologue est un fin connaisseur d'histoire romaine, et cela le conduit à une nouvelle théorie. Il lui revient en mémoire une lettre de Cicéron. Comme tous les riches romains, le célèbre homme d'État aimait s'entourer d'œuvres d'art grec. Il écrit à un ami à Athènes « Tes Hermès en marbre pentélique avec tête en bronze, je voudrais que tu me les envoies au plus tôt. » Il serait étonnant que ce bateau ne soit pas parti d'Athènes. Vous vous souvenez? L'inscription sur le buste d'Hermès, Boétos, c'est du grec. Et toutes les œuvres d'art que nous avons trouvées sont grecques. Oui, je partage votre avis. Tout semble indiquer qu'il s'agissait d'un transport d'œuvres d'art. Reste à savoir vers quelle destination. L'Afrique du Nord? Alfred Merlin ne peut exclure l'Afrique du Nord comme destination du navire. Car à l'époque, on en sait trop peu sur les routes maritimes de l'Antiquité. Aujourd'hui encore, cette question demeure une énigme. Mais une découverte récente permettra peut-être de jeter une nouvelle lumière sur ce mystère. Non loin de Kizilburun, sur la côte ouest de Turquie, l'américaine Deborah Carlson fouille une épave. Elle connaît les travaux d'Alfred Merlin et a étudié dans le détail ses notes sur la découverte de Mahdia. L'épave de Deborah Carlson gît elle aussi par 40 mètres de fond. Et les premières fouilles ont révélé que le navire datait de la même période que celui de Mahdia. Toutefois, l'épave trouvée au large de la Turquie
contient exclusivement des colonnes. Comment les navires de l'Antiquité pouvaient-ils transporter des objets aussi lourds? Et comment faisait-on pour les charger à bord? On ne voit toujours pas comment ces énormes fragments de marbre ont été hissés dans les cales. Il est certain que les pièces n'étaient pas entreposées sur le pont. 70 tonnes, c'était bien trop lourd. Mais la façon dont ils ont réussi à charger chaque bloc au centimètre près, cela relève de la prouesse technique. Comme Alfred Merlin autrefois à Mahdia, Deborah Carlson s'interroge sur la provenance et la destination de ce navire. Les amphores constituent des indices précieux. Ce sont de véritables trésors de l'histoire qui ont conservé toute leur richesse. Les résidus organiques de ces amphores montrent que le bâtiment de fret naviguait dans toute la Méditerranée orientale. Les échanges commerciaux entre les peuples se sont développés dès la plus haute Antiquité. Et à l'époque romaine, le réseau de transport maritime était déjà très dense. Au siècle dernier, on connaissait encore mal ces nombreuses routes commerciales, qu'on peut aujourd'hui reconstituer. Mais d'où venait et où se dirigeait ce navire rempli de colonnes? La réponse se trouve cachée dans ses vestiges. Deborah Carlson est une plongeuse expérimentée. Elle peut donc elle-même tracer la carte du site sous-marin et préparer un plan tout aussi téméraire que celui de son illustre prédécesseur. Son équipe va tenter de remonter les lourds fragments de colonnes à la surface à l'aide de ballons. Sous ces blocs, l'archéologue espère trouver des éléments en bois qui lui donneront des informations sur le type de navire dont il s'agit et sur son origine. Mais le câble de maintien ne peut soulever l'énorme poids. L'une des sangles menace de se déchirer. Il faut tout arrêter. Si elle ne parvient pas à hisser les colonnes hors de l'eau, l'équipe américaine ne sera pas plus avancée que celle de Merlin, il y a un siècle. Merlin espère que Paris va lui renouveler son soutien. Il reste encore de nombreux points importants à éclaircir. Au printemps 1913, il se rend à Tunis pour y rencontrer un représentant du ministère. Paris lui refuse les subsides nécessaires à une nouvelle expédition. En Europe, la situation politique ne cesse de s'aggraver et tous les fonds disponibles vont à l'armée. L'archéologie est bien loin d'être une priorité. Monsieur Merlin, personne ne conteste que vous avez obtenu des résultats extraordinaires à Mahdia. Pourtant, le gouvernement semble avoir décidé de me retirer son soutien. Nous avons des ordres de l'amirauté. Je regrette, mais je ne peux rien faire. Merci, Excellence. Mais peut-être avez-vous eu des nouvelles de l'Académie? Non, je sais que je n'en aurai plus. Excellence, vous étiez notre dernier espoir. Nous avons déjà tout essayé. Désolé, messieurs. Bonne chance. Au revoir. Merlin n'a plus le choix. Il doit encore une fois risquer le tout pour le tout. Deborah Carlson ne le sait que trop bien. L'argent conditionne très souvent la réussite d'une fouille archéologique sous-marine. Surtout lorsqu'un équipement high-tech est nécessaire pour la mener à bien. Chaque tentative coûte une fortune. Cette fois, ils doivent absolument parvenir à hisser les énormes blocs hors de l'eau. S'ils échouent, Deborah Carlson devra mettre fin aux fouilles. Mais tout se passe bien. Comme par magie, le fragment de plusieurs tonnes s'élève en se balançant. Merlin voulait mettre au jour autant d'objets que possible. Aujourd'hui, ce n'est plus le nombre d'objets récupérés qui prime, mais les connaissances qu'ils peuvent apporter. Il s'agit donc de prélever des échantillons de matériaux à l'endroit où la colonne a séjourné pendant des millénaires.
il faut avant tout trouver des restes de bois, comme les plongeurs de Merlin avaient eu la chance de le faire. Et les chercheurs vont effectivement trouver des vestiges de l'ancien navire. La vase a parfaitement conservé le matériau organique. Je suis très étonnée de voir comment le bois s'est conservé. C'est vraiment très émouvant de toucher le bois d'un navire construit il y a plus de 2000 ans. Les premières analyses montrent que les constructeurs de l'Antiquité utilisaient du bois de pin de haute qualité. Comme l'épave de Madia, ce bateau était probablement un bâtiment de fret romain. Les nombreuses trouvailles faites en Méditerranée permettent aujourd'hui de reconstruire ce type de navire. De grandes trappes permettaient de charger de lourdes cargaisons dans le ventre du bateau. Ces charges étaient vitales car elles donnaient au bâtiment un centre de gravité adéquat. Pourtant, elles n'ont pas empêché les navires de Madia et de Kizilburun de chavirer. Pourquoi? Deborah Carlson pense que les cargos trop chargés étaient quasiment impossibles à manœuvrer et qu'ils étaient livrés au vent et à la houle. Elle a déjà vu des fragments de colonnes de la même forme et de la même taille. Étaient-ils destinés à l'oracle de Claros? Comme à Delphes, les Grecs et les Romains venaient y consulter le dieu Apollon. Claros était déjà célèbre à l'époque pour ses gigantesques colonnes et le site ne se trouve qu'à 50 km de l'épave de Kizilburun. Si le lien était avéré, ce serait une découverte archéologique de premier ordre. Nous pouvons établir que les proportions des blocs de colonnes du temple d'Apollon à Claros sont très semblables à celles de l'épave. C'est passionnant. Nous avons une première concordance. Pour en être certaine, Deborah Carlson compare les restes de piliers aux blocs immergés. Les cannelures profondes des colonnes de Claros lui sautent aux yeux. Elle sait que ces cannelures étaient sculptées sur place. Or, la cargaison du navire était comme protégée par une enveloppe. Il ne lui manque désormais qu'un dernier élément, un fragment de colonne à demi fini. Et justement, ce bloc inachevé ressemble beaucoup à un fragment remonté près de Kizilburun. Deborah Carlson en a maintenant la certitude. Claros était bien la destination du navire. C'est incroyable. Nous connaissons maintenant les 3 phases du travail. Les blocs bruts de Kizilburun, les colonnes finies de Claros et ce fragment inachevé ici. D'ordinaire, on ne trouve pas de preuves aussi explicites. C'est quelque chose qui arrive très rarement à des archéologues. Les routes maritimes régulières longeaient les côtes, comme celle du transporteur de colonnes de Kizilburun, parti de l'île de Marmara. Mais les récifs, les courants violents et les changements de temps rapides pouvaient constituer une menace mortelle. Reste une question. Pourquoi le navire retrouvé devant Madia a-t-il fait naufrage? Pour résoudre cette dernière énigme, Michel Lourd se rend à Tunis. Au musée, il rencontre Taher Galia, gardien des œuvres d'art de grande valeur. Lourd espère qu'elles lui fourniront des indices sur les ports de départ et d'arrivée du navire de Madia, comme cela a été possible pour l'épave de Kizilburun. Il y a un lien incontestablement entre des épaves comme celle de Madia, celle de Kizilburun qui a récemment fouillé par des équipes américaines, en particulier sur les côtes turques, d'autres épaves que l'on connaît sur les côtes françaises, qui ont des cargaisons très similaires et qui montrent surtout, au fond, que c'est un transport assez classique que celui des matériaux de construction, des colonnes, des chapiteaux, parce que le transport maritime reste de très loin le moins cher pour des objets aussi lourds. Ce n'est qu'après avoir examiné la composition des artefacts de Madia que Lourd pourra établir la nature des relations entre les deux navires. L'analyse récente du marbre a révélé qu'il provient de Grèce, comme le marbre du navire de Kizilburun.
Encore une fois, Merlin aurait vu juste quant à la provenance de ses œuvres d'art. Il avait émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un butin. En mars 86, avant notre ère, le général romain Sylla ordonne le pillage d'Athènes. Comme Alfred Merlin, de nombreux archéologues ont vu dans ce cargo un navire de pillards. Mais Michel Lourd ne croit pas à cette théorie. On pense plutôt à des productions standardisées, mais plus du tout à l'idée de ce pillage d'Athènes. Vraisemblablement, tout ça allait alimenter une riche villa, des temples peut-être, ou celle d'un grand propriétaire terrien. Donc, je ne pense pas que la cargaison en soi soit hétérogène. On trouve quand même des objets qui concourent dans les deux cas à une vie relativement riche, à une manière de montrer qu'on est dans l'opulence. Lourd a toutes les cartes en main. Alfred Merlin avait présumé que le navire était parti d'Athènes et aujourd'hui, la nature de la cargaison le prouve de façon certaine. Les connaissances actuelles dont dispose Michel Lourd montrent de plus que sa destination devait être Rome, car c'était le seul endroit où la précieuse cargaison pouvait trouver preneur. Quelque chose a donc dû détourner le navire de sa route. À cette époque déjà, la Méditerranée passe pour l'une des mers les plus dangereuses de l'hémisphère nord. Au large du Cap Afrique, il n'est pas rare de voir une houle déchaînée sous l'effet du sirocco. Lourd pense que la catastrophe s'est produite de la façon suivante. Le voilier cargo en détresse a gîté dangereusement avant d'être englouti par la mer démontée. La précieuse cargaison a reposé pendant 2000 ans au fond de la mer, jusqu'à ce qu'Alfred Merlin en mette une partie au jour. Persuadé qu'un succès spectaculaire poussera le ministère à renouveler son soutien financier, il est prêt à tout risquer. Zourdos, c'est notre dernière chance. Quand même, j'ai vraiment du mal à croire que Paris ait cessé de nous financer. Par les temps qui courent, l'archéologie n'est pas une priorité. Nous devons convaincre ces messieurs de l'Académie. Espérons que le capitaine soit prêt à participer. Oui, espérons. Le dernier atout de Merlin, c'est son compagnon de route, le capitaine Zourdos. Il compte sur lui pour mettre à exécution son plan. Il veut remettre ses plongeurs à l'eau et faire de nouvelles trouvailles. L'archéologue ignore si la mer recèle encore des trésors à découvrir, mais il est prêt à miser ses derniers francs sur ce pari. Comment allez-vous, capitaine? Bien, très heureux de vous revoir. Pourquoi ils ne font rien? C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Comme vous le savez, il y a des gens à Paris qui prétendent que notre épave n'a plus rien de spectaculaire à révéler sur l'histoire de l'humanité. Et j'ai bien l'intention de leur prouver qu'ils ont tort. Nous avons encore besoin de vous, capitaine. Oui, mon ami, personne ne connaît cet endroit aussi bien que vous. Comment je pourrais refuser de participer à vos recherches, monsieur Merlin? On lève l'ancre quand vous voulez. Alors le plus tôt sera le mieux. Est-ce qu'il est possible de partir ce soir? D'accord. L'équipage prend la mer. Il n'y a pas une minute à perdre. Si Merlin veut convaincre ses bailleurs de fonds, il lui faut au plus vite une bonne nouvelle à transmettre. La mer est un terrain d'exploration infini pour les archéologues. Dans votre genre, vous êtes un précurseur. J'ai déjà essayé de convaincre mes collègues, mais je me suis souvent entendu dire que ce n'était pas de l'archéologie. Le capitaine et son équipage ont flairé la bonne affaire. Si ces expéditions archéologiques se poursuivent, elles pourraient leur apporter beaucoup d'argent. Ils sont donc prêts à accéder à la demande pressante de Merlin. Les sorties de nuit sont dangereuses. Une lampe spécialement conçue pour les zones obscures en mer profonde éclaire les plongeurs. Le faisceau lumineux est étroit. Les hommes progressent beaucoup plus péniblement que pendant la journée. Voilà 3 ans que les plongeurs ne sont pas revenus sur place.
Le capitaine est certain d'avoir jeté l'ancre à l'endroit précis des découvertes faites à l'époque. Et pourtant, le fond ne présente aucune trace de vestige. Les plongées se suivent et ne donnent aucun résultat. Merlin observe les plongeurs, impuissants. Son avenir est entre leurs mains. C'est alors qu'ils font une trouvaille spectaculaire, par 40 mètres de fond. Les plongeurs ont déterré la statuette en bronze d'une divinité. Pour Merlin, c'est comme un signe du ciel. Une fois de plus, son audace a payé. Il est persuadé que Paris ne pourra plus lui refuser des fonds. Tous nos efforts sont enfin récompensés, c'est fabuleux. Trouver merveilleuse statue de Mercure serait reconnaissant à l'Académie de permettre poursuite des fouilles autour de 5000 francs. Respectueusement, Merlin. Merlin est certain d'avoir gagné. Mais l'Académie lui refuse finalement le financement. Pour l'archéologue, c'est un chapitre de sa jeune carrière qui se referme, depuis les fouilles de Carthage jusqu'à la découverte des œuvres d'art de Mahdia qui l'ont rendu célèbre. Cent ans plus tard, les trésors sous-marins mis au jour par Merlin comptent parmi les plus célèbres de l'histoire de l'archéologie. Pour Michel Lourd, ils sont bien plus encore, car ils servent de référence et de comparaison avec d'autres découvertes, et continuent ainsi d'enrichir nos connaissances. L'archéologie ne cesse de progresser et de nouvelles découvertes peuvent éclairer d'un jour nouveau des connaissances qui semblaient définitivement acquises. Michel Lourd sait ce que sa discipline doit à Merlin. L'épave fouillée par l'archéologue au début du XXe siècle est unique en son genre. On n'a plus jamais trouvé un navire rempli d'autant d'objets de valeur. Et c'est pourtant ici, au fond, sur cette sépulture marine, que naît une discipline nouvelle, l'archéologie sous-marine. C'est ça qui m'intéresse en venant ici, c'est de comprendre ce mécanisme. La disparition des uns il y a 20 siècles, une découverte brutale par des pêcheurs d'éponges au début du XXe siècle, une discipline qui naît après le milieu du XXe siècle, et des milliers d'épaves aujourd'hui qui restent à découvrir. Un métier magnifique. 7 ans après sa dernière trouvaille spectaculaire, Alfred Merlin est accueilli triomphalement à son retour en France. Titulaire des plus hautes récompenses, il est aussi considéré comme le fondateur de l'archéologie sous-marine. Plus tard, il sera nommé responsable du département des antiquités grecques et romaines du Louvre. C'est désormais un membre en vue de l'élite scientifique française. J'ai le grand honneur, mesdames et messieurs, de vous demander d'accueillir ici ce soir Monsieur Alfred Merlin. Mais sa passion pour les trésors de Mahdia ne le quitte pas. Il continue de tenir des conférences sur ce qui reste son chef-d'œuvre, la première fouille subaquatique. C'est essayer de partager avec vous quelques souvenirs de ce qui reste l'expérience la plus passionnante de ma carrière. J'espère que ces quelques photographies vous donneront une idée de ce que nous avons ressenti au cours de cette extraordinaire expédition. Les résultats de cette expédition, menée dans des conditions extrêmement difficiles avec du personnel non spécialisé, continuent de susciter l'admiration des spécialistes.
L'épave de Mahdia est considérée aujourd'hui encore comme l'une des découvertes les plus passionnantes et les plus novatrices de l'histoire de l'archéologie. Merci beaucoup. Fabuleux. Alfred Merlin est mort à Paris en 1965. Cet homme, qui n'a jamais plongé de sa vie, a ouvert la voie à l'archéologie subaquatique. Des colonnes de l'épave de Mahdia reposent toujours au fond de la mer. Elles sont l'héritage pétrifié de l'un des pionniers de l'archéologie moderne, Alfred Merlin. Dans un instant, une comédie sentimentale pleine de malice va nous plonger au cœur de la communauté africaine de Bordeaux. Sexe, gombo et beurre salé, un méli-mélo épicé généreusement servi par des comédiens émouvants et facétieux.